Aujourd'hui, nous allons modifier un petit peu le programme que je vous avais annoncé. Nous allons poursuivre sur l'apprentissage de la lecture. Je vous avais annoncé que nous ferions un cours sur la dissertation. Bon, je repousse un petit peu parce que je voudrais faire un bloc entre ce que nous avons fait en début de semaine, à savoir comment apprend-on à lire, avec une observation un peu pratique de manuels de lecture et une interrogation sur comment on utilise les manuels de lecture. Donc, deux questions pour aujourd'hui. Une question toute simple, à quoi ressemble, comment jauger, comment estimer un manuel par rapport à un autre, et puis comment s'en sert-on, que faire quand on a un manuel. Donc, je poursuis un petit peu la réflexion sur l'apprentissage de la lecture. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes de concours? Eh bien, en termes de concours, cela nous donne l'épreuve orale. L'épreuve orale, on vous donne un document pédagogique. Et ce document pédagogique, il est accompagné généralement de commentaires. Les commentaires consistent à éclairer le contenu de ce document. Mais surtout, ce que vous devez faire, c'est montrer comment, en 1 heure, vous utiliseriez ce document. Il faut d'abord en faire un bilan, c'est-à-dire essayer de localiser ce document dans une séance, dans une séquence, dans une année. Il faut essayer de voir les points forts et les points faibles du document en question. Je vais sur Moodle. Sur Moodle, vous avez la cour qui s'appelle Apprendre à écrire dans le S7. Apprentissage de la lecture, comparaison de manuels. Je vous distribue ces documents en même temps que ils sont projetés. Je vous donne tout le papier, vous en prenez un et vous le faites passer. Nous sommes ici en CP. Je signalais au début de semaine qu'en CP, un élève sait déjà beaucoup de choses. Il sait déjà relier des sons et des lettres. Il sait déjà repérer des lettres, discriminer les lettres. Il sait déjà écrire un certain nombre de mots. Il sait de gestes techniques de l'écriture. Il sait aussi qu'il y a différentes façons d'écrire, des écritures en minuscules, des écritures en majuscules. Bien, au CP, on va généraliser évidemment l'apprentissage et systématiser l'apprentissage de chaque lettre et l'apprentissage de chaque son. Alors, ce que vous avez ici, c'est un document composé de 4 manuels, documents A, B, C, D, 4 manuels qui sont tout d'abord construits de manière différente. Pour savoir ce que l'on va en faire, comment on va les utiliser, il faut d'abord se demander à quoi ils ressemblent. Autrement exprimé, la philosophie du créateur de manuel va s'exprimer par l'organisation de ce manuel. Celui qui a créé ce manuel, tout d'abord, il a cru que c'était comme ça qu'il fallait faire absolument et totalement. Quand on crée un manuel,
C'est parce que l'on pense que, en suivant ce qui est indiqué comme activité, on apprendra mieux qu'avec une autre méthode ou d'autres exercices à apprendre la notion qui est ici. Donc, nous avons des manuels, ils sont organisés relativement différemment et avec des activités différentes. Une remarque, en France, nous avons une liberté pédagogique qui s'accompagne du fait que les manuels relèvent du domaine privé. Autrement exprimé, les imprimeurs, si vous souhaitez créer un manuel, eh bien vous pouvez écrire un manuel, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'éditer, vous pouvez le vendre à des écoles, ça ne pose aucun problème en soi. Les manuels relèvent, comme les dictionnaires, d'entreprises privées. Quand on s'insurge dans les médias français du fait que dans le dictionnaire X ou Y, il a été ajouté un mot, ceci ou cela, c'est purement du théâtre. C'est purement du théâtre parce qu'un dictionnaire, c'est un produit fait par une maison privée d'édition. On publie ce qu'on veut en France, hein, du moment que ça ne touche pas aux mœurs ou aux quelques lois restrictives de la liberté d'expression. Donc, vous voulez faire un manuel scolaire, ça ne pose aucun problème. Donc, chaque auteur pense qu'avec son manuel, les activités qui sont proposées sont les bonnes pour accéder facilement à la notion envisagée. Simplement, nous, en tant qu'enseignants, il faut se demander dans quelle mesure ce manuel aboutit au résultat que nous recherchons, sous-entendu quel est le résultat attendu, quel est le résultat recherché, et puis une autre dimension aussi, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'y ajoute. Qu'est-ce qu'il faut que j'y ajoute? Le manuel idéal fonctionnerait sans enseignant, c'est-à-dire que l'élève, il aurait un manuel, et puis le manuel, eh bien, il proposerait des activités auxquelles il ne faut rien ajouter, il comprendrait tout, et puis, ben, oui, ben, l'enseignant ne serait plus nécessaire. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut que cet objet que nous avons là, qui est un objet pédagogique, celui-là par exemple, cet objet pédagogique, nous l'enrobions dans une présentation qui fait que quand nous avons fait cette activité-là, par exemple, eh bien, nous savons que nous allons quelque part, que nous avons acquis quelque part quelque chose, que nous cherchions quelque chose. Voilà pourquoi les documents et toutes les séances pédagogiques nécessitent ce qu'on appelle des fiches de préparation. La fiche de préparation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la recette de cuisine. Une recette de cuisine, ici, en quelque sorte, nous avons les produits. Nous avons de la farine, des œufs, du sel, de l'huile, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais de tout cela? Eh bien, parallèlement, il me faut la recette. Et la recette, c'est donc ce qu'on appelle la fiche de préparation. C'est l'anticipation que fait l'enseignant des activités les unes après les autres. Je ne l'ai pas mis ici. Excusez-moi, parce que comme je fais ce cours plusieurs fois à plusieurs endroits, j'ai dû le mettre dans le 70 et non pas dans le 90. Alors, je vais l'appliquer. 90. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche de préparation? Une fiche de préparation, c'est un objet qui va nous guider du début de la séance à la fin de la séance. C'est un objet qui va dire ce que nous faisons et comment nous le faisons.
minute par minute. Fiche de préparation. Ma fiche de préparation, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle doit contenir, tout d'abord, une indication. Bon, elle peut avoir évidemment un titre. Un titre, à savoir que nous sommes sur une séance qui s'appelle. Notre séance s'appelle, en l'occurrence, ici, ce sera une séance qui visiblement tournera autour de la relation qui existe entre les graphèmes et le son se. Le son se et les graphèmes. Un titre. Elle s'inscrit dans une séquence. On ne résout pas un problème en général en une heure. On inscrit ce problème dans un problème plus vaste, dans une expérimentation plus vaste, ce qu'on appelle une séquence. J'ai déjà parlé de cela, mes collègues vous en ont déjà parlé. La séquence, c'est une petite unité de 5 ou 6 séances. Ça dure une semaine, ça dure 2 jours, ça dure 2 semaines. Une petite séquence, un ensemble, une notion bien définie qui va donner lieu à plusieurs séances, plusieurs heures de cours, plusieurs jours successifs au cours desquels nous allons creuser de plus en plus précisément cette notion. Nous allons aborder de plus en plus précisément cette notion. On vous donne un document pédagogique. Comment vous l'appelleriez? Dans quelle séquence il se positionnerait? Dans quelle séquence il se positionnerait? Ensuite, il faut essayer de déterminer, évidemment, sa place dans la séquence en question. Est-ce que c'est la première séance, la dernière séance, une séance intermédiaire? Ce qu'il faut surtout essayer de définir, c'est quel est l'objectif. L'objectif, évidemment, en termes de séquence, qu'est-ce qu'on veut apprendre dans cette séquence-là? Mais l'objectif aussi en termes de séance. En une heure, qu'est-ce qu'on veut spécifiquement apprendre? Et en général, on ne va pas chercher très très loin. Une séance a généralement un objectif central. En passant, on peut vérifier des acquis antérieurs, mais on cherche à obtenir une acquisition centrale. On a un objectif central. Il faut s'interroger ensuite sur l'organisation matérielle. Comment j'organise ma classe? Est-ce que je suis en groupe complet, en demi-groupe? Est-ce que je suis en atelier? Est-ce que je suis avec le manuel de la page machin? Est-ce que je rajoute quelque chose? C'est là que se trouve un des enjeux dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qu'on rajoute à notre activité? Et puis enfin vient la présentation de la séance elle-même, c'est-à-dire nous avons la recette, nous avons le plan de ce que nous allons faire. Tout d'abord, une indication en temps. Qu'est-ce que je fais dans les 5 premières minutes? Qu'est-ce que je fais dans les 10 minutes qui suivent? Qu'est-ce que je fais dans les 10 minutes qui suivent? Comment ma séance, elle se déroule? Quand vous commencez à arriver à 1 heure, 1 heure et quart, 1h20, bon, c'est trop long. C'est trop long. Il y a un moment où il faut couper. Une séance, c'est en maternelle autour de 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Et puis en CM1, CM1, CM2, c'est autour d'une heure. Concentrer les élèves sur une tâche unique pendant très longtemps, c'est compliqué. Donc, c'est des séances d'une heure. Ce qui vous expliquera ce que souvent mes collègues et moi-même vous diront, c'est que quand vous avez une matinée, elle dure 3 heures, dans cette matinée va s'exprimer plusieurs séquences. Nous avons lundi, mardi, jeudi, vendredi. Nous avons 9 heures, en admettant qu'on commence par tout un ensemble de rituels, une phrase du jour, un petit peu d'exercice. 9 heures, 10 heures. Si vous choisissez, par exemple, de faire une séquence d'écriture ou une séquence de mathématiques ou une séquence de français ou une séquence de n'importe quoi, même ça avec de 9 à 10, lundi, mardi, mercredi, vous aurez les différents temps de votre séquence. Donc, première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième séance.
Mais ça veut dire qu'ensuite, de 10h30 à 11h30, vous aurez de nouveau une autre séquence qui s'exprimera. Vous ferez des mathématiques, vous apprendrez les perpendiculaires, et il vous faudra 4 séances pour les perpendiculaires, la découverte, l'expérimentation, tracer des perpendiculaires, utiliser des perpendiculaires. Voilà, 4 petites séances qui suivent. Et donc, si on reprojette ça sur l'après-midi, ça veut dire que quand la semaine commence, vous avez anticipé que vous aurez 4, 5 séquences qui vont se dérouler, que chacune de ces séquences elle contiendra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 séances. Et ces séances, eh bien, on va les présenter chacune en regardant précisément comment elles se déroulent 10 minutes par 10 minutes ou 5 minutes par 5 minutes. Donc le temps. Le temps, première information. La deuxième information, quel support j'utilise? Je vais faire par exemple 5 minutes. Premier temps, 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce que je vais faire dans les 5 premières minutes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais utiliser? Il faut que je décide. Est-ce que c'est le tableau et ma voix? Qu'est-ce que j'utilise dans les 5 premières minutes? Ensuite, information très importante, c'est activité de l'enseignant, qu'on ne peut désigner dans certaines fiches de préparation sous le nom générique de consigne. Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves? Moi, je commence, je dis bonjour. Aujourd'hui, alors nous ne faisons pas la dissertation, nous allons faire autre chose, on va faire la suite du CM, voilà, je dis des trucs. Qu'est-ce que vous allez dire? Et cette phase consigne doit s'articuler avec la phase activité de l'élève. Pendant ces 5 minutes où j'utilise le tableau, où je dis ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'ils font les élèves? Eh bien, ils font ce que j'ai décidé tout d'abord, au point de vue de l'organisation matérielle. Ils sont organisés d'une certaine façon. Donc, en fonction de comment ils sont organisés, qu'est-ce que je peux leur demander? Ils écoutent, ils prennent leur cahier. Un des gros problèmes que vous aurez très rapidement, que vous apercevrez dès que vous serez dans une classe, vous réaliserez, c'est que les élèves, on doit leur laisser le temps matériel de se préparer. Si vous dites, bon, dans le cahier du jour, nous allons écrire une petite phrase, puis dans le cahier de brouillon, vous allez gna. Oui, faut d'abord sortir le cahier du jour. Et sortir le cahier du jour, ça peut prendre 2-3 minutes. 2-3 minutes. Et puis ensuite, une fois qu'on a le cahier du jour, il nous faut aussi le cahier de brouillon. Bon, allez chercher le cahier de brouillon. Ça peut reprendre encore 2-3 minutes. Il y a un aspect matériel tout à fait simple. Mais il y a aussi l'aspect purement activité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire, ils vont écrire, ils vont chercher, ils vont... Qu'est-ce que je leur demande? Et dans ces activités, dans la relation entre l'activité de l'enseignant et l'activité de l'élève, il y a une dimension qu'il faut que vous preniez toujours en compte, c'est les mécanismes mentaux que vous mobilisez. Les mécanismes mentaux que vous mobilisez. Est-ce que vous leur demandez de l'écriture? Alors, si vous demandez de l'écriture, quel support que vous leur proposez? Cahier de brouillon, feuille volante, cahier du jour, affiche. Mais surtout, quel type d'écriture est-ce que vous leur demandez? Est-ce que vous leur demandez d'inventer et d'écrire? Faites-moi un début de quelque chose. Il faut inventer, il faut écrire. 2 mécanismes mentaux. Est-ce que vous leur demandez de poursuivre? Écrivez-moi la fin. Il faut gérer les informations antérieures qui ont été vues, imaginer une situation nouvelle et présenter cette situation nouvelle dans la continuité. Si le personnage il s'assied sur un siège du train et qu'on nous dit à l'atterrissage à New York, il descendit, un train, ça fait difficilement Paris-New York. Hein.
Et puis surtout, ça n'atterrit pas. Donc, il faut qu'il y ait une continuité. Donc, il faut inventer quelque chose, mais il faut l'inventer dans une continuité, c'est notre activité mentale. Puis en plus, il faut l'écrire. Quelles activités mentales vous demandez? Et à partir du moment où il y a trop d'activités mentales différentes, vous pouvez être sûr que ça va rater. C'est ça qu'on aura des temps successifs. Il y a un temps où on invente, il y a un temps où on écrit, il y a un temps où on corrige l'orthographe, il y a un temps où, voilà, des temps successifs. Entre ce que vous leur demandez et ce qu'ils doivent faire, il faut que vous réfléchissiez à des compétences qu'ils mettent en œuvre pour réaliser la tâche. Une case assez importante, c'est les attendus. Les attendus. Il faut anticiper les attendus. Admettons que vous vouliez qu'ils vous trouvent les couleurs d'un objet. Vous avez un objet particulier, bicolore, un Rubik's Cube, et vous attendez à ce qu'ils vous disent il y a du jaune, du rouge, du vert. Et puis, vous posez la question, comment il est cet objet? Et puis, il y en a un qui vous dit, il est à facettes, il est avec des carrés, il est en plastique. Bon, quand est-ce qu'on passe à l'activité suivante? Quand est-ce qu'on passe au temps 2? On passe au temps 2 quand les élèves, ils ont trouvé ce que vous attendiez. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé, difficile de passer à autre chose. Pourquoi? Eh bien, parce que une séance, une séance va présenter un certain nombre d'activités successives qui vont renvoyer à des mécanismes mentaux différents. On va lire, on va inventer, on va écrire, par exemple, ce que veut faire la suite de l'histoire. Mais ces activités sont articulées. Elles sont articulées les unes par rapport aux autres. C'est parce qu'on a réussi l'activité 1 qu'on peut réussir l'activité 2. Si vous dites à des élèves, vous allez me tracer des droites de ce type-là, et ensuite vous allez mesurer l'angle. Pour pouvoir mesurer l'angle et se dire qu'il fait 90 degrés, il faut d'abord faire quoi? Avoir réussi à faire l'activité qui est l'activité de traçage des droites. Tant qu'on n'a pas réussi les droites, on ne peut pas mesurer l'angle. Donc, l'activité 1, quand est-ce qu'elle se termine? Eh bien, elle se termine quand vous avez obtenu des élèves ce que vous attendiez. Et donc, il faut se demander, qu'est-ce que j'attends? Vous avez par exemple ici, sur ce premier document, une image. Cette image, je vais rester combien de temps sur cette image? Est-ce qu'il n'y a que cette image ou j'en amène une autre? Qu'est-ce que je leur dis de faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que j'attends qu'ils trouvent? Et voilà pourquoi une fiche de préparation bien construite est la dernière catégorie, dernière case, c'est remédiation. Remédiation, c'est rectification, si vous préférez. C'est-à-dire que quand ils me disent que le Rubik's Cube, il est avec des facettes, il est avec des formes, il est en plastique, puis que j'attends des couleurs, qu'est-ce que je dis pour débloquer la situation? Quand les élèves, je passe dans les rangs et qu'il n'y en a aucun qui est capable de me faire un bon croisement de droite, qu'est-ce que je fais pour les aider à faire des droites qui se coupent à angle droit? Quelle remédiation j'ai anticipée? Parce que si vous n'avez rien anticipé, eh bien, on ne peut pas passer à l'activité qui suit. On ne peut pas passer à l'activité qui suit, donc on est coincé. Donc la séance dévie la séance ne peut pas atteindre l'objectif qui est la sienne. Donc c'est ça une fiche de préparation, c'est une anticipation par l'enseignant de la manière dont le cours va se dérouler. Et disons-le, on l'a fait 2 fois.
on l'a fait la veille, on anticipe, et on l'a fait le soir. On la rectifie. Parce que théoriquement, on est censé avoir construit quelque chose qui pourra être reproduit l'année d'après. Donc, quand on a vu que notre activité 4, elle était complètement défaillante parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la modifie pour que l'année qui suit ou la prochaine fois, elle fonctionne correctement. Un document pédagogique, ce n'est pas du tout, une voiture dans laquelle on s'assoit, on met le volant dedans, on met les clés dedans, et hop, on s'en va. C'est un objet dont on va se servir, mais avant, il faut vérifier les rétros, il faut régler le siège, il faut vérifier qu'on a mis sa ceinture, etc. On a des activités, je les remets ces activités. Ces activités, il faut se demander très clairement comment je vais pouvoir les utiliser. Et donc, pour cela, il faut que je fasse un bilan. Le jury, il vous donne cela, mais il attend la fiche de préparation. Il attend la fiche de préparation. Vous allez lui dire, pendant les 10 premières minutes, je fais ceci, et le jury vous dira, alors quels sont les mécanismes mentaux que vous mettez en œuvre? Qu'est-ce qu'ils font les élèves exactement? Vous allez leur dire, eh bien, c'est un langage en situation, ils sont en train d'observer et ils... Bon, très bien. Alors, quelle est la difficulté entre l'activité 1 et l'activité 2? Qu'est-ce qu'ils doivent trouver, vos élèves? Si votre fiche de préparation est bien faite, vous dites, eh bien, l'activité 1 qui consiste à se termine quand? Et puis, s'il n'y arrive pas, ah, ben, j'ai prévu une autre image. Une autre image où je fais une focalisation. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces choses-là, selon vous? Vous anticipez quelque chose. Enseigner, c'est préparer, mettre en scène, et pour mettre en scène, il faut anticiper. Alors, si je regarde tout d'abord, donc pour réaliser l'oral, la séance d'oral, mais pour faire un livre aussi, il faut que vous estimiez non seulement la qualité, mais aussi la faisabilité d'une activité. Le manuel vous propose quelque chose. Est-ce que ce quelque chose est selon vous faisable? Cette activité, quelle finalité est là? Cette activité, quelle mise en scène je dois lui proposer? Donc, je vous mets quelques mots clés que nous allons développer. La qualité. Est-ce que, en fonction de ce que je veux faire, cette image a les caractéristiques nécessaires pour que ça puisse fonctionner? On peut très bien sortir par la fenêtre, mais vous voyez qu'une fenêtre, a priori, ça n'a quand même pas tout à fait les qualités nécessaires pour servir de porte. C'est plutôt la porte qui peut servir. Et la porte peut très bien servir de fenêtre. Et la haie, elle fait entrer l'air extérieur. La fenêtre peut servir de porte, mais c'est quand même pas l'usage essentiel. Il faut se demander aussi quel est l'objectif que recherche le manuel par rapport à l'objectif que je veux, moi. L'objectif du manuel par rapport à l'objectif de l'enseignant. Généralement, ce n'est jamais le même. Ce n'est jamais le même. Pourquoi? Parce que vous avez construit une séquence, comme je disais tout à l'heure, une séquence. Vous avez décidé de partir d'un point pour arriver à un autre point. Le manuel, lui, il part d'un endroit qui lui semble logique pour aller à un endroit qui lui semble lui aussi logique. Très souvent, ça ne coïncide pas. Donc, l'objectif, il faut juger de la qualité de l'image, de l'activité, de son objectif par rapport au vôtre. Il faut juger de sa faisabilité. En accompagnement, la fiche de préparation, elle dit, vous allez mettre des plots et les élèves vont sauter par-dessus les plots. C'est de la motricité, ils vont apprendre le geste technique, plier les genoux, extension et difficulté, extension vers l'avant. Sauter à pieds joints au-dessus de l'eau. Ben, s'ils font 30 cm de haut, ce n'est pas faisable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si l'exercice
il a des caractéristiques qui sont trop au-delà des compétences des élèves. Sa faisabilité est dure, ou alors elle peut être très simple. On a eu dans un concours il y a quelques années un document qui était un document de grammaire de CM1, de CE2, pardon, CE2. Et la question qu'a posée le jury, c'est qu'est-ce que vous feriez avec ça en CM2? Ben, la réponse, c'était rien. Ben, c'était rien. C'était rien parce que c'était un manuel de CE2, ils étaient en CM2. Autrement dit, tout le contenu qui était là était un contenu qui était parfaitement maîtrisé par les élèves. Alors, c'est trop dur ou c'est trop facile? Il faut s'interroger sur la chose. Et puis, deux autres questions. La question des valeurs ajoutées, c'est-à-dire des ajouts. De quoi ai-je besoin, moi, enseignant, pour faire cette activité-là, en plus du manuel? À partir du moment où vous avez besoin de rajouter des cartes à jouer avec des images, et un texte, et encore des boîtes dans lesquelles ranger, et encore, ben, à un moment donné, vous pourriez mieux prendre autre chose que le manuel, quoi. Si vous avez besoin de construire vous-même un énorme appareillage pédagogique, pas se servir du manuel. Construisez directement en étant libre. Donc, l'ajout. Et enfin, la dernière question, c'est celle de l'articulation. Les articulations. Comment je transite de l'activité 1 à l'activité 2? Comment l'activité 1, c'est ma colonne attendue. Comment l'activité 1 finit sur un élément dont j'ai besoin pour faire l'activité 2? Quelles sont les articulations entre l'un et l'autre? L'activité 1, l'activité 2, l'activité 2, l'activité 3, etc. C'est donc un regard extrêmement technique que le regard que l'on attend de vous. C'est un regard extrêmement critique, pas seulement dans le négatif, c'est pas bien, mais sur la qualité de ce qui vous est proposé. Si je regarde mes documents tels qu'ils sont proposés ici, si je leur jette un œil tout d'abord peu attentif. Ici, j'ai une image. Ici, j'ai un objet, un sapin. Là, j'ai des mots, semaine, Salomé, soleil. Là, j'ai une comptine. Là, je retiens des mots, je vais apprendre des mots. Et puis là, j'ai, attention, il y a des problèmes. L'enseignant, il est censé sans doute regarder l'image, regarder l'objet, voir des mots, apprendre quelque chose, apprendre des mots, sensibiliser à un problème. Si je regarde le document qui suit, image, nomenclature, c'est-à-dire classement, C, CCI, 2S, bon, différents cas, des assemblages, ce plus A, ça, salade, ce plus en, sang, sanglot, et puis des mots. Si vous avez un flash par rapport à lundi, je vous disais que nous apprenions dans chaque leçon des mots de manière globale, c'est-à-dire des mots qui sont trop compliqués à analyser graphophonologiquement dans chaque leçon. Ben voilà, les mots de l'histoire, c'était ce passager, tu seras mousse, ils sont sortis, ils sont beaux, embrassés avec 2S, comme dans le précédent, on avait elle dessine, moustache, je suis, 6. Bon, des mots qui sont trop compliqués à apprendre graphophonologiquement. Apprenez que 6, on entend ce, mais ce n'est pas un ce. C'est pas un S, pardon. C'est autre chose qu'un S. On apprend de manière globale un certain nombre de mots, de jour en jour, qui sont utiles pour notre apprentissage. Et puis enfin, le troisième manuel, c'est directement des objets, c'est des mots, et puis ensuite, c'est un autre son avec des objets, donc des objets et des mots. Ils ne sont pas organisés du tout de la même façon, ces manuels. Et il ne faut pas croire qu'il y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien, un qui est fait par des enseignants, l'autre qui est fait par des clampins. C'est tous des enseignants qui font cela. Simplement, ils visent des compétences, ils visent des acquisitions.
Et ils ne visent pas les acquisitions de la même façon. Ils ont des objectifs qui sont différents. Donc, ils proposent des activités qui s'articulent différemment. Donc, quand on veut se mettre dans les pas d'un manuel, il faut regarder laquelle de toutes ces chaussures vous permettent de faire les pas que vous souhaitez faire. Dans quelle mesure est-ce que vous avez besoin ou envie ou estimé que la qualité était là, l'objectif était là, la faisabilité était là. Alors, essayons de regarder tout d'abord le premier document, qui est celui donc qui s'appelle Patasson. Patasson, c'est une méthode de lecture qui date du début du XXIe siècle. Le personnage principal, c'est Patasson, justement, c'est le poisson. Poisson, Patasson, poisson, Patasson, ça fait une allitération, ça fait une accumulation de ce. Et donc, c'est le personnage que nous allons suivre. Nous allons voir Patasson dans toutes sortes de situations et nous allons apprendre les différents sons et leurs graphies grâce à lui. Alors, question numéro 1 pour placer la complexité de la chose. Quand est-ce que je suis dans mon année? Je suis en CP, marqué au-dessus. Patasson, cycle 2, CP. De la graphe, c'est l'éditeur, 2000, c'est l'année. Quand est-ce que je suis? Est-ce que je suis au début d'année, au milieu d'année, en fin d'année? Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, une manière très simple, ce serait de regarder la page du manuel. C'est-à-dire que quelque chose qui se trouve page 130, pas le début de l'année. Le début de l'année, c'est la page 1, la page 2, la page 8, la page 12, la page 14, voilà. Si j'en suis page 50, c'est donc que j'ai fait une vingtaine de leçons, trentaine de leçons. Donc ici, nous n'avons pas les pages. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour savoir où on en est dans l'année? Oui. Alors, ça peut être le nombre de textes, mais vous voyez que là, ça ne nous indique pas grand-chose puisqu'il y a des mots, mais... Ah, et oui, et alors? Oui, mais est-ce qu'on fait un S ou est-ce qu'on fait... Là, il me faut une réponse scientifique. La place de la lettre dans l'alphabétique, ça voudrait qu'on fait A, B, C, D, E, F et on finit par Z. Non, c'est pas ça la réponse. L'utilisation, est-ce qu'il est plus ou moins courant? On comprend que les X et les Z, il n'y a pas les Y, il n'y en a pas tellement, donc on pourrait repousser ça vers le fond. Non, mais il y a une raison très scientifique. La raison très scientifique, c'est les 10 premières minutes de mon cours de lundi, à savoir qu'il y a une acquisition des sons qui est liée à la maturation de l'esprit des enfants, et qu'un enfant qui arrive à 2 ans, il maîtrise les voyelles, mais pas toutes. Il maîtrise les A, les O, il maîtrise les P, il maîtrise à peu près les B. Quand il a 5 ans, il se met à maîtriser d'autres sons. Et quand il a entre 5 et 7 ans, il maîtrise les che, les se, les e, les ou. Et donc là, on est dans du se. Ce qui veut dire que si votre élève normal, dans son développement tout à fait possible et normal, sans avoir aucun retard, il commence véritablement à différencier le se à 6 ans et demi, eh bien, on est au milieu du CP. Conséquence, c'est difficile de mettre le se dans le début de l'année, puisqu'on sait que sur les 25 que vous êtes ici, il y aura sans doute 20 qui maîtriseront depuis 1 an, 2 ans le se, mais il y en a 5 qui ne le maîtriseront pas du tout. Donc, on ne va pas faire le cours sur ce dans le début de l'année, on va attendre d'être sûr que la maturation du système cérébral et vocalique fasse que tout le monde sait distinguer les se.
aussi simple que ça. Il faut avoir que vous ayez en tête ce document que qui est dans mon cours et que je vous ai montré lundi, qui est les âges de l'enfant et les capacités de l'enfant à distinguer les sons. Quand est-ce que l'enfant distingue le son X ou Y? Donc, ce n'est pas l'ordre alphabétique, hein, c'est l'ordre d'acquisition des sons. De même que, en fonction de ce que vous allez leur demander en motricité, il faut que vous maîtrisiez les tableaux, les progressions que vous montrera M. Salomon, qui est le fait que, en fonction des âges, le système corporel a des capacités plus ou moins complexes. En motricité, on a plus ou moins d'aptitudes. De même que dans tout ce qui relève de la manipulation, de la graphie, il faudra que l'on soit en motricité fine, donc on ait une maîtrise parfaite de ces 5 doigts. Il y a des âges. Donc là, on est sur du SESE. Comment je le sais? Je le sais ici, ici là, juste à la charnière. Nous avons ce entre crochets et S, la lettre S. Donc nous sommes sur un enseignement qui consistera à apprendre aux élèves quoi? Bien, je repasse sur ma fiche de préparation. Nous sommes sur un objectif qui est la relation entre la graphie S et le phonème SE. Entre la graphie S et le phonème SE. Je vais consacrer un certain temps à montrer que quand tu entends SE, tu écris S. Quand tu vois S, tu prononces ça SE. Je suis dans une séquence d'apprentissage de la graphophonologie. Et on peut faire une séquence graphophonologie. Peut-être qu'il voudra attirer entre graphophonologie. Voilà. Ça s'écrit du graphophonologie, l'écriture, les sons. Du son seul. Pourquoi ils sont seuls? Parce que c'est compliqué, le son seul. Il nous en faut plusieurs pour circonscrire la totalité des problèmes qui est à ce. Et puis, si je devais donner un titre ici, eh bien, je dirais tout simplement pour me rappeler, moi, de ce que je. C'est des documents internes, hein, ces fiches de préparation. Alors, bien sûr, quand vous ferez cours, quand vous serez fonctionnaire stagiaire, c'est ça qu'on ira regarder. Vous aurez un classeur épais comme ça dès la première période, avec plein de fiches de séquences, plein de fiches de préparation, et puis tout devra être écrit. Donc, on regardera ce qu'il y a dedans. Mais pour vous savez que vous avez le SE S, il est ici. Et puis, partons du principe que pour l'instant, on a le matériel tel qu'il est ici. On va voir si on a besoin de rajouter quelque chose. J'ai la page X du manuel. Je m'invite à faire ce manuel. Eh bien, il m'invite à commencer par cet objet-ci. Qui est donc cette image. Je l'agrandis, cette image, pour qu'elle émerge. Qu'est-ce que je me demande? Je me demande la nature de l'exercice. La nature de l'exercice. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me demande les compétences visées. Qu'est-ce que l'élève a besoin de savoir faire pour faire cet exercice? Je me demande quel résultat je vais obtenir. Je me demande quelle utilisation je vais pouvoir faire des résultats.
Bon, je vais obtenir des SE, mais j'en fais quoi? J'en fais quoi? Qu'est-ce que je dis aux élèves? Ça, c'est la consigne. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Et j'en fais quoi, moi, de ce qu'ils obtiennent, de ce que j'obtiens pour redémarrer sur autre chose? Je m'interroge dans la nature de l'exercice, je m'interroge sur la consigne que je vais donner. Qu'est-ce que je leur dis? Et je m'interroge sur les aides, ce sera donc les remédiations, que je pourrais apporter pour les aider. Je vais m'interroger dans un instant sur le résultat, mais tenons-nous là pour l'instant. Nous avons ici, au point de vue de la consigne, nous avons quelque chose ici. Nous avons un titre, une image bruyante de Patasson. Cette information-là, elle tient lieu à la fois de titre, c'est une image, et de consigne. Et de consigne. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je suis invité, avec cette notion de une image bruyante de Patasson, à faire, selon vous? Eh bien, je suis invité à faire une chasse au son. On va faire toutes sortes de chasses. On va essayer de se constituer des corpus. On va essayer de se trouver des objets. On va essayer de chasser les objets pour les accumuler. Je vais dire, voilà des images, trouvez-moi les images des animaux de la ferme. On chasse, on cherche, on classe, on trie. On essaie de regarder les animaux de la ferme. Je vais vous dire, dans le coin cuisine là-bas, chacun d'entre vous va aller me chercher un objet qui sert à aller chercher, fouiller, trouver des objets. Et avec ça, je vais me constituer. Je vais me constituer quoi? Je vais me constituer un corpus, un échantillonnage. Je vais me constituer de la matière première. Voilà. Pensez en termes de recettes de cuisine. Vous allez leur dire, voilà, vous avez des frigidaires ici. Allez me chercher des produits. Puis, il y en a un qui revient avec des œufs, l'autre de la farine. Un troisième, il s'est trompé, il revient avec de la peinture, il n'a pas pris la bonne armoire. Puis le troisième, il arrive avec du plâtre. Et bon, ben, alors on va faire à manger. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à manger avec tout ça? Ben, on a un objectif, c'est de montrer qu'il y a une articulation dans l'écriture du français entre le son SE et la lettre S. Je m'appuie sur quoi? Sur des mots qui tombent du ciel? Non, non, je vais m'appuyer sur un corpus de mots. Et ce corpus de mots, je vais le trouver ici. Je vais faire une chasse au son. Voilà pourquoi l'image, elle est bruyante. Elle est bruyante, elle fait des bruits, elle fait des sons. L'image, elle fait des sons. Ça va me donner une consigne que je dois déterminer, qui me donnera des mots en ce, qui me donnera des outils de travail, une matière de première, pour les activités suivantes. Je parlais tout à l'heure de l'articulation. Si ici, en 1, je me constitue un corpus, c'est que nécessairement là, en 2, je réutilise ce corpus. Vous n'allez pas aller au magasin de bricolage acheter de la peinture, des pinceaux, si ce que vous voulez faire, c'est du plâtre. Acheter du plâtre. Acheter du plâtre pour faire du plâtre. Si vous constituez des mots, c'est que vous les réutilisez la fois d'après. Essayons de déterminer la consigne. Essayons de déterminer un petit peu l'activité que nous avons ici. Nous allons donc passer 5 minutes. Au cours de ces 5 minutes, on va avoir l'image.
L'enseignant va dire deux choses. Il va dire, aujourd'hui, nous allons travailler sur l'écriture des sons. Nous allons voir un nouveau son et son écriture. Voilà. C'est toujours bon de formuler les choses plusieurs fois parce que sinon, il y en a toujours un qui est à côté du temps. Donc, vous fabriquez des phrases qui veulent dire plusieurs fois la même chose. Au moins, ils en saisiront. Donc, on va travailler sur l'écriture des sons. Et puis deux, vous avez ici une image avec le personnage de Patasson. Quels sont ceux, ils le savent, ça fait déjà au moins 15 leçons, 20 leçons qu'ils font sur le manuel en découverte de son, et ils savent que le poisson, il s'appelle Patasson. Vous avez ici une image avec le personnage de Patasson, et là, là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Je leur dis quoi? Je leur dis quoi? Est-ce que je leur dis de me trouver des mots? Et ils vont me trouver plage, ils vont me trouver barque, ils vont me trouver poisson, ils vont me trouver serpent, plein de mots. Ou est-ce que je leur cible directement ce qu'on cherche? Deux solutions différentes. Soit j'ai tous les mots, et donc par la suite, je fais une discrimination. Il me trouve barque, il me trouve plage, serpent, sardine. Et très bien, vous m'avez fait un corpus, vous m'avez fait un guide de mots. Mais maintenant, activité 2, je cherche les mots qui contiennent le son seul. Alors, barque. Alors, serpent. Oui, non. Ou alors directement, je leur dis, je veux du seul. Et là, j'obtiens directement un corpus de seul. Les mots avec les seuls. En fonction de ce que vous leur disiez, ce que vous leur direz, pardon, en fonction de ce que vous leur direz, vous obtiendrez des résultats différents. Et ça s'anticipe. On peut pas, si vous avez, oui, si vous avez plein de mots, comment vous passez de plein de mots à ce qu'il vous faut? Si vous donnez tout de suite la consigne, eh bien, vous obtiendrez des greffes. Alors, on va partir. Je cherche, nous cherchons les mots contenant le son seul. Et là, il y a un problème. Quelle est la nature du problème? Eh bien, c'est celui de la discrimination sonore. C'est celui de mon histoire qu'on est à 6 ans ou 7 ans pour discriminer le son seul. Donc, si vous demandez aux élèves de chercher quelque chose, il faut que vous assuriez déjà qu'ils sont en aptitude de le faire. Il faut que les élèves sont en aptitude de repérer ce son-là. Donc, il faut que vous vérifiez, ce sera mon activité, il va le signe immédiatement. Pour cela, nous allons d'abord essayer de repérer ce son dans quelques mots. Imaginez que vous ayez 3 élèves qui sont incapables de repérer le son seul. Ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver dans cette image. Donc, s'ils vont vous dire des mots pires. Si vous voulez être sûr, comme je disais tout à l'heure, qu'ils puissent mesurer les angles droits, il faut d'abord que vous assuriez qu'ils savent dessiner les droites perpendiculaires. Tant que vous n'avez pas vérifié qu'ils savent faire des droites perpendiculaires, pas moyen de calculer les angles droits. Donc, j'ai besoin d'une activité ici avec mes élèves, qui est une activité de discrimination sonore.
je vais faire quoi avec mes élèves en 1? De la discrimination sonore. Discrimination sonore. Dans la liste de mots vivants, entendez-vous le son se? Activité de l'élève, discrimination sonore. Et puis, je me demande ce que je vais prendre comme mot pour voir si ça fonctionne. Alors, en phonologie, le cours de phonologie, c'est un gros cours que nous ferons l'année prochaine, des activités phonologiques en cycle 1 et 2. La phonologie en cycle 3 aussi. Ce qu'il faut que vous sachiez pour cette année, qui suffira à votre bonheur, c'est que la discrimination sonore des sons, elle est facile selon une progression. Nous avons un mot de 3 syllabes, éléphant. Ce qui est le plus simple pour un élève, c'est de discriminer les sons à ce qu'on appelle la rime, c'est-à-dire le dernier morceau. Donc, quand on veut que les élèves repèrent un son, le plus simple, c'est de mettre le son dans des mots à la fin. Vous allez faire poisson, poison, polisson, que des on à la fin. Vous allez mettre éléphant, passant, marchand, que des on à la fin. Ça, c'est le degré 1 de difficulté. Est-ce que les élèves sont capables de repérer un son? Ce qu'ils repèrent en priorité, c'est les sons de la rime. Ensuite, en 2, c'est les sons de l'amorce. L'amorce, c'est le début. Donc, vous prendrez des mots qui ont le son au début. Antenne, ancien, antérieur, facilité 1, facilité 2, et puis évidemment, le plus grand degré de difficulté, c'est quand le son est au milieu du mot. Donc, entendez-vous les sons de son se, discrimination sonore. Je vais prendre 3 mots avec le son se au bout, 3 mots avec le son se au début, 3 mots avec le son se au milieu. Mélanger ça avec des mots où il n'y a pas le son se, et puis je vais voir qui parmi mes élèves repère ou pas les sons. Alors, comment je vais pouvoir mettre ça en œuvre? Je vais pouvoir mettre ça en œuvre. Voilà. Déjà, je vais déterminer le corpus. Je vais donc prendre déjà des se finales, des se à la fin. Prendre source. Alors, il y en a un au début. Il y a une double facilité. Se. On peut prendre ceux qui ont plusieurs se, on les prendra à la fin. Qu'est-ce que je vais chercher dans le manuel, ce qu'il me propose comme mot, hein, et puis on verra ce qui est plus simple. Qu'est-ce qu'on me propose? Mousse. Un deuxième. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui contient un se à la fin? Son. Non, il est au début. Ouais. Poisson. Poisson, bah, c'est on à la fin. Le se, il est plutôt antérieur. Mousse, pousse. Pousse avec 2 S, pousser. Ou alors pousse avec un C, le pouce comme ça. Bon, et puis je vais mettre route. Là, il y a une difficulté. C'est qu'en fait, c'est que des ou. Mais je ne leur demande pas le son. Je leur demande le son se. Alors, les deux premiers, oui, pas le deuxième. Si je fais ensuite des se initiales, sardine, soleil, porte, et puis des se
initiaux. Au milieu, je vais prendre moustique. Je vais prendre celui que vous m'avez dit, poisson. Et puis, je vais prendre terre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Corpus. Maintenant, j'ai des mots. Comment je mets ça en scène? Le plus simple, c'est d'avoir en matériel ardoise, ma consigne, entendez-vous le son se. Quand vous entendez dans le mot le son se, ou alors levez le doigt s'il n'y a pas de, si vous n'avez pas d'ardoise, ou alors si vous avez une ardoise, vous mettez un rond sur votre ardoise. Pourquoi un rond? Parce qu'ils n'ont encore pas vu le son se, donc ils ne peuvent pas l'écrire. Donc ils ont une ardoise. Quand on entend le son se, on fait comme ça, ou une croix, ou ce que vous voulez. Et comme ça, ils ne sont pas influencés les uns par les autres. Parce que si on lève le doigt, le premier rang, il y en a 3 qui vont lever le doigt, vous êtes 6. Le deuxième rang, il va voir combien il y en a, il va se dire je suis un tel ou un tel. Le troisième rang, il va dire bah, la majorité. Il y a un effet de masse. On écrit, on lève. Regardez comme ça, combien il y a d'ardoises écrites? Il y en a 7. Ça veut dire qu'il y en a 7 sur 15 qui ont réussi à trouver le son se dans ce mot-là. Problème, pas problème. Ils l'ont tous trouvé. Problème, pas problème. Ici, j'ai donc une activité qui m'est conseillée par le manuel, c'est de faire une chasse au son, mais il faut d'abord être sûr que le son, il le maîtrise. Donc, une chasse au son, que font les élèves? Je dis que c'était activité des élèves. Eh bien, ils écoutent, ils écrivent sur l'ardoise, ils discriminent phonétiquement. C'est l'activité soulignée de la discrimination sonore. Qu'est-ce que j'attends avec une activité comme ça? Ben, j'attends numéro 1, j'attends savoir qui discerne le son se. Et puis remédiation si ça ne marche pas, s'il y en a 4 qui n'arrivent pas, ben, tout le reste est foutu pour eux. Hein. Donc il faut que je sorte de cette activité-là avec le fait qu'ils le discernent. Eh bien, je fais des accentuations, je fais des variations rythmiques, des variations vocales. Poisson, soleil, sardine. Je fais des variations qui font qu'on insiste davantage sur le son. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux encore proposer? Et je peux me lancer dans une chasse aux objets, une chasse aux mots. Vous allez tous réfléchir et puis vous allez essayer de me trouver un mot à vous dans lequel il y aurait le mot se, le son se. Réfléchissez. Vous avez ici, alors soit je leur donne des objets, des manuels, soit je fais un affichage de quelque chose avec plein de personnages, soit. Puisque quand moi j'amène le corpus, ils ne le trouvent pas, est-ce qu'ils arrivent quand même à trouver dans les exemples qu'ils connaissent des sons, des mots qui contiendraient le se? Et j'anticipe le fait que ça peut ne pas marcher. Mais si ça ne marche pas, il faut que je multiplie les activités jusqu'à ce que ça marche. Ce qui m'amène donc à repenser le début. Est-ce qu'en 5 minutes, je peux faire tout ça? Eh bien, sans doute pas.
Sans doute pas. Donc, on va ôter ça. On va faire durer ça, allez, 10 minutes. Et puis c'est là, en deuxième temps, on va faire l'image. Et si je m'aperçois que c'est pas faisable en fonction de ce que j'avais décidé, je modifie. J'ai ensuite, alors là, 5 minutes seulement. J'ai l'image. Et puis maintenant, eh ben, allez, on cherche. On cherche les sons seuls. La compétence visée de cette image, c'est de discriminer des objets et de les sonoriser, de les phonologiser, repérage visuel, invention sonore. Repérage visuel, invention sonore. Que font les élèves? Eh bien, repérage visuel, transfert, phonologie. C'est deux activités mentales différentes. Voir et dire. Voir et dire, c'est pas le même sens. Voir et dire. Donc, c'est pas la même activité mentale. Qu'est-ce qui fait qu'une image, de ce point de vue-là, sera de qualité ou pas? Qu'est-ce qui fera sa qualité? Eh bien, sa qualité, elle va se déterminer selon deux critères. Le premier critère, c'est sa richesse. Même, on pourrait dire trois critères. Sa richesse, il faut qu'il y en ait beaucoup. Beaucoup de te si c'est le son de te, beaucoup de re si c'est le son de re, beaucoup de re si c'est le son de re. Le deuxième critère, c'est son accessibilité. Si les seuls en question sont des mots qui ne sont pas du tout dans le domaine public, ils ne les trouveront jamais. Si les te sont des mots très compliqués, si les ve sont des mots très compliqués, accessibilité. Et puis trois, c'est son histoire. Les images, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose. En l'occurrence, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on va essayer de faire une petite comparaison toute simple. Richesse. Qu'est-ce qu'on trouve comme mot en se là-dedans? On ne trouve pas barque, on ne trouve pas plage. On trouve 2, 3, 4, 5, 6, 7, éventuellement 8 de ciel. Serpent, souris, sirène, poisson, ciel, soleil, singe, sceau, sable. C'est pas mal. Il y en a quand même pas mal. Donc, les élèves trouveront facilement certaines choses. S'il y en avait quelques-uns qui étaient difficiles, dans mon corpus de phonologie antérieure, j'aurais pu en mettre. J'aurais pu mettre quelques-uns de ces mots-là. Mousse, j'avais mis mousse, bon, j'aurais pu mettre ça. Deuxième, accessibilité. Est-ce que c'est des mots pour des enfants de 6 ans qui sont difficiles? Ils auront peut-être plus de difficultés pour ciel, mais grosso modo, c'est des mots faciles. Donc, c'est une activité où ils trouveront quelque chose et qui, de surcroît, est facile. Maintenant, il y a la question de l'histoire. Autrement exprimé, qu'est-ce que ça raconte, cette image? Ben là, c'est un peu plus problématique. Comment ça fait travailler l'imaginaire? Qu'est-ce que cette souris fait dans la barque avec le serpent? Qu'est-ce que le poisson dit à la sirène? Et qu'est-ce qu'ils se disent les uns les autres? Ben là, c'est plus compliqué à déterminer. Donc, il y a une richesse, une facilité. Ce que ça dit, c'est quand même un peu plus bizarre.
Faisons une comparaison avec celle-ci. Celle-ci, je chasse le son. Bon, donc il y a la consigne mieux exprimée. Image bruyante, je chasse le son, c'est plus clair. Celle-ci, en plus, elle a un titre. Une leçon de sécurité routière. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte, cette image-là? C'est quoi l'histoire qui est mise en scène ici? Ben, c'est le fait que dans la cour d'école, on apprend le sens des panneaux et la circulation des voitures ou des vélos. Qu'est-ce qu'elle nous raconte comme histoire? Elle nous raconte que dans l'école, on apprend les éléments liés à la circulation. Donc là, on voit bien ce que ces personnages y font ensemble. On voit bien ce qu'ils disent, on voit bien ce qu'ils racontent. Maintenant, richesse. Où sont les ceux dans cette image-là? Alors là, c'est aidé, il y a garçon, bon, il y a sifflet, il est là le sifflet, hein, il n'est quand même pas d'une évidence folle. Il y a ça qui nous donne donc ceci, ceinture, c'est pas non plus d'une évidence folle. Il y a ceci, la caisse qui est là. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cela, une scie, une souris. On a un seau ici. On a un sapin là. On a une addition ici sur le mur et on a dessiné un soleil. Accessibilité, complexe. Complexe. L'accessibilité, la richesse est à peu près là, il y en a une dizaine. L'accessibilité est beaucoup plus compliquée. Ça raconte une histoire, mais quel rapport entre l'histoire et le son seul? Le jour où dans votre salle de classe, vous laisserez traîner dans la cour une scie, eh ben, vous n'êtes pas prof pour longtemps, c'est moi qui vous le dis. La scie, la souris, elle n'a rien à faire dans la cour, elle n'a rien à faire dans le son de sécurité routière. Le sapin, il est visiblement en carton dans le fond de la salle, et on a fait des graffitis pour ajouter addition et soleil. Donc ça n'a rien à voir avec la salle de cours. Mais on a ajouté artificiellement à cette image des sons soleil. Donc la première, elle ne nous raconte rien, celle de Patasson. Celle-ci, mais il y a plein de sons-seux. Celle-là, elle nous raconte quelque chose, mais les sons-seux sont complètement artificiels. Donc la première est mal faite, à cause de l'histoire, mais bien faite sur les deux premiers points. Celle-ci, elle est bien faite sur l'histoire, mais elle est complètement artificielle et difficile sur les sons-seux. Donc les deux images, en fait, elles sont pas bonnes. On va faire comme ça. Aucune des deux images n'est bonne parce qu'il leur manque quelque chose qui soit justement pédagogique. À partir d'une histoire qui nous a racontée, il y a des sons logiques qui sortent. Si je m'en tiens donc à Patasson pour l'instant, vous chercherez ici une image avec le personnage de Patasson, nous cherchons les mots dans seul. L'activité, c'est du repérage visuel et du transfert en phonologie. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends donc poisson, sirène, serpent, table, ciel, soleil, 2, 4, 6, 7, saut. Comment ça s'écrit saut? C'est même plus comment ça s'écrit saut. Comment ça va faire ça? S-O-A-U. Non, S-E-A-U. Ça. Il y en a plein de sauts. Hein. Il y a un saut comme ça, il y a un saut comme sauter, il y a un saut comme une signature. Bon, il y a du saut. Remédiation. C'est pas ça que je voulais faire.
remédiation. Montrer les objets. Montrer les objets. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Donc, je devrais obtenir ce que je veux. Bon, ben, une fois que j'ai fait ça, j'ai un corpus. Le corpus, il est là. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais pour passer à la suite? Comment je transite de cette activité face au son à quelque chose d'autre? Comment transite le manuel? Eh bien, le manuel va transiter sur un temps 2, qui est un objet de référence. Un objet de référence, mais un objet de référence de quoi? Eh bien, d'écriture. Mon activité 2, elle est sous-tendue par cela. Objet de référence. Écriture de la lettre. Mon objectif, c'est de montrer qu'il y a une équivalence entre lettre et son. L'écriture de l'objet. J'ai les écritures, les 4 écritures de la lettre, et puis j'ai le corpus. Alors, exercez votre esprit critique. Exercez votre esprit critique sur l'articulation. Je finissais sur quoi en activité précédente? J'attaque sur quoi? Je terminais sur de la phonologie. Je terminais en phonologie, c'est-à-dire sur du son, des mots avec du son. Et là, je vais transiter sur de la graphie. Je vais passer d'activité phonologique. Est-ce que vous entendez ce? Est-ce que vous entendez tirer, ce? Ah, maintenant, regardez comment c'est écrit. Je vais donc passer de phonologie à d'observation graphique. Observation graphique. Quand vous entendez le son ce, il y a ceci. Comme dans Sapin, ici. Et puis ça s'écrit, observez-le, ça s'écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc on le trouve ici, on le trouve là, on le trouve là, on le trouve là, on le trouve là, on le trouve là. Je passe d'une écoute à une observation. Je passe du son à l'écrit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'articulation qui existe entre cette observation graphique et la phonologie antérieure? Quel était l'objectif de la partie antérieure? J'avais dit oui. D'associer ce qu'il voyait et de trouver le télévision qui correspond à ce qu'il voit et d'associer du coup le son. Oui. Là, il peut se servir du sapin en demandant est-ce qu'il entend le son aussi. Et voilà, effectivement, là, ils vont se demander si le sapin, ils entendent bien le son ce et s'ils le voient. Donc ici, ils vont se demander où voit-il? Ça, c'est du visuel. Ça, c'est de la discrimination visuelle. Est-ce que tu vois le son ce? Et donc, conséquence de quoi? Est-ce que il y a selon toi ce que tu entends? On était sur je vois, j'entends. Mais on voyait des objets. Maintenant, on voit des mots. Qu'est-ce que j'entends? Mais il y a quand même, pensez en termes d'articulation, il y a un souci qui devrait vous faire tiquer. Prenez celui-là, par exemple, pour vous aider, ou celui-là pour vous aider. Là, vous voyez bien qu'il y a un se. Enfin, il y a la lettre S. Elle est là, Percy. Mais la question, c'est comment vous savez comment ça se prononce? Ah, voilà, votre camarade a enfin
arrive, malgré mes remédiations défaillantes, à trouver là où j'allais. L'activité numéro 1, c'est se constituer des corpus, se constituer des boîtes à outils. Donc, si vous dites poisson, serpent, gna, sardine, sirène, etc., c'est bien parce que ce que vous allez observer, c'est ce que vous êtes constitué comme corpus. C'est poisson, sardine, sirène, et la logique la plus élémentaire, c'est que ce qu'on a constitué ici, c'est ce qu'on observe. Ce qu'on fabrique ici, il faut que ça s'articule, il faut que ce soit relié, il faut qu'il y ait une transition normale. Donc, étape 1, c'était création d'un corpus. Étape 2, nécessairement, c'est objet de référence du corpus. Et puis, observation des S du corpus. Ah, c'est aussi bête que ça. Vous allez tous me ramener pour demain un journal. Alors, vous allez tous arriver avec un journal, vous allez acheter Le Pays, l'Est républicain, je ne sais pas. Et puis, quand vous le posez sur la table, je vous dis, bon, ben, maintenant, on va regarder un journal télévisé. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a ramené un journal si on regarde un journal télévisé? Ben oui, il n'y a pas de rapport, excusez-moi, je suis un con. Donc, si là, j'ai un corpus, c'est évidemment le corpus observable de ce que j'ai constitué avant. Donc, les mots du corpus, où sont-ils? Ils sont là. Ils sont ici. Moi, ce que je vais faire ici, c'est je vais écrire les mots du corpus trouvés par les élèves. Écrire les mots du corpus trouvés par les élèves, ce qui m'amènera à l'activité suivante. Objet, le corpus. Je vais définir un objet de référence et je vais observer les présences du S dans le corpus. Pourquoi aller m'inventer du persil alors que j'avais déjà du serpent? Pourquoi m'inventer de la mousse alors que j'avais déjà le soleil? Vous avez donc trouvé tous ces mots-là dans le texte. Le poisson, la sirène, le serpent. Est-ce que vous voyez où elle est, cette lettre qui fabrique le son se? Dans poisson, poisson, où est-elle? Plutôt au début, au milieu ou à la fin? Poisson. Dans stable, où est-elle? Elle est au début. Effectivement, elle est là. Ici, elle est là. Et là, crac, catastrophe. Et là, catastrophe. Soleil, souris, sirène, poisson. Mon image, elle était mal faite. Mon image, elle était mal faite parce qu'elle fait émerger un se qui est contraire à la règle. Je suis en train d'expliquer aux élèves que se égale S. Paf, ciel, ça ne marche pas. Donc mes élèves ils disent, vous êtes en train de nous apprendre un truc, mais ce truc, il ne marche pas. Il y a dans l'image un problème il ne faut pas faire émerger celui-là. Parce que sinon, ce que vous êtes en train d'apprendre est faux. Vous êtes en train de leur dire, regarde, tu peux trouver une relation entre ce S. Il n'y a pas. Et puis, je vais en déterminer un. Je vais prendre, admettons, celui-là, c'est le plus simple. Hop, 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 hop. Je vais marquer poisson. Voilà. Mon objet de référence, c'était un objet de référence. Sapin, il n'était pas sur la plage, le sapin. Oui, pensez articuler. Articuler, c'est monter un escalier. Vous ne pouvez pas monter une marche du 1 au 2, puis que la marche suivante, elle soit du 4 au 5e. Ce n'est pas le même escalier. Donc, il faut que je repense
complètement l'activité 2. L'activité 2, je la supprime complètement. Je la supprime complètement. Le sapin, je le remplace par un poisson. Ça, SSSS, je le conserve. Et la liste de mots, eh bien, je peux en faire un exercice d'application. Mais le vrai travail, il est avec les mots du corpus. Donc, admettons que je garde observer les présences du S dans le corpus, et puis application, la liste de mots du manuel, moustique, etc. Qu'est-ce qu'ils font, mes élèves? Eh bien, ils font de l'observation, de la discrimination visuelle, des lettres d'entour, des lettres. Ils prononcent les mots. Je vais les mettre au pluriel. Hop. Ils prononcent. Qu'est-ce que j'obtiens, moi? Eh bien, j'obtiens, je veux, compréhension de la relation entre j'entends et je vois égale S. Et puis là, dans ma case attention remédiation, je sais qu'il faut supprimer ciel. Supprimer ciel parce qu'il ne répond pas à la règle. Donc je crée ici, voilà, corpus, créer un objet de référence. Poisson. Puisque je supprime sapin, il faut que je crée poisson. Semaine, Salomé, soleil, persil, moustique, poisson, sardine, poste, mousse. Qu'est-ce qu'il faut que je m'attende aussi? Il faut que je m'attende à une information sur le 2S. Alors, je modifie l'affichage. Répondre au doublement du S. Pourquoi là, il y a 2S? Ah oui, pourquoi là, il y a 2S? On verra ça plus tard. Parce que si vous commencez à vous lancer dans l'idée que le 2S il est lié à la présence de deux voyelles, avant et après, là, on n'en a pas fini. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça fait 20 minutes que mon cours il dure, il va encore durer 40 minutes. Sauf que moi, j'ai besoin de faire un bilan, ce que je peux faire avec ça. Activité suivante, la comptine de Patasson. Dans l'esprit du manuel, on apprend une petite histoire avec des sons très, très présents. Alors, on va faire une petite lecture et puis on va voir là aussi si vous avez un esprit critique qui se développe sur cette idée-là. Hop. Chez Sophie, pour 6 sous, sans souci, tu auras un serpent à sonnette, un siamois savant, une sourisette et une saucisse sèche. Mais si la souris suce la saucisse, les siamois sautent sur la souris et le serpent sur le chat, tu pourras soupirer et souffler, tes sous seront bien dissous. Alors, on analyse exactement de la même façon. Richesse, sacré papier. Du seul, il y en a. Ça ne pleure pas le seul. Maintenant, histoire et accessibilité. Chez Sophie, pour 6 sous sans souci, tu auras un serpent à sonnette, un siamois savant,
une sourisette et une saucisse sèche. Mais si la souris suce la saucisse, le siamois saute sur la souris et le serpent sur le chat, il pourra soupirer et souffler, tes sous seront bien ici. Je vous laisse 3 heures. 3 heures, je suis sûr qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui a réussi à apprendre ça. C'est rigolo, il y a plein de souris. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Rien dire du tout, l'histoire est complètement défaillante. Et puis la compréhension, la difficulté est extrême. Donc cette comptine-là, elle n'est pas utilisable. Elle n'est pas utilisable et elle n'est en plus pas utilisable sur ce que je veux apprendre. Alors là aussi, ayez l'esprit critique. Qu'est-ce que je veux apprendre? Comment j'articule? Comment j'articule? Je viens de terminer sur une idée. Je viens de terminer sur une idée qui est que quand tu vois ce, tu entends ce. Je viens de terminer là-dessus. On vient de faire un exercice d'application. Semaine, Salomé Soleil, perstique, moustique, et j'ai ça. Alors, en quoi est-ce que ce corpus-là ne me permet pas d'avoir une transition simple avec ce qui précède? En quoi est-ce que ce corpus-là, il ne fonctionne pas? C'est de l'observation. Hein. Six, tu vois quoi? Quand tu vois S, tu dis ce. Là, tu entends ce, tu ne vois pas S. Où est la règle? Sous, tu vois S, tu n'entends rien. Sans, tu vois S, tu n'entends rien. Souci, tu vois C, tu entends ce. Tu auras, tu entends S, tu vois S, tu n'entends rien. Un serpent à sonnette, un siamois, tu entends S, tu vois S, tu n'entends rien. Savant, une sourisette, tu vois C, tu entends ce. Une saucisse, quand tu vois C, tu entends S. Mais tu vois S, tu n'entends rien. Si la souris saute sur la saucisse, le siamois sur la souris et le serpent sur le chat, tu pourras soupirer et souffler, tes sous seront bien dissous. Quand vous avez un corpus et puis que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cas qui ne marchent pas, c'est que votre corpus, il est nul. Il y a 25 cas, il y en a 15 qui ne marchent pas. J'apprends quelque chose. Et ça ne s'applique pas. Donc, ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Donc là, ici, j'ai une comptine. Elle est très riche. Elle est inaccessible. Elle ne raconte rien. Et elle est contraire à la règle. Donc là, ça commence quand même pour ce manuel-là à faire un peu beaucoup. Là. Ça commence à me faire un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire autre chose. Je vais faire complètement autre chose. J'ai des options. Vous avez la liberté pédagogique. Vous avez une option sur 15 minutes. Vous allez amener une comptine. Voilà. Vous allez vous inventer une comptine. Vous allez trouver une comptine qui marche. Vous avez la ligne. Eux, ils vont repérer les SE, les S. Prononcer les SE. Apprendre. On leur a appris des discriminations sonores, des discriminations visuelles. Donc, vous repérez les SE, discrimination visuelle, prononcer les SE, discrimination sonore. Alors, on applique. Donc, ça, c'est une option.
Ou alors, il y a une autre option qui n'est pas du tout ridicule. Je vais les mettre en vert, ces deux activités-là. C'est l'une ou l'autre, parce que sinon, la séance, de toute façon, elle est trop longue. Ou alors, vous allez faire 15 minutes. Vous allez faire de la graphie. Vous allez faire d'écriture. Entraînement à l'écriture US. Entraînement à l'écriture US. Vous en avez 4 formats. Le S minuscule d'imprimerie, le S majuscule d'imprimerie, le S cursive minuscule, le S cursive majuscule. Il va falloir apprendre à les écrire. Donc, ce sera une séance en soi. Ce sera une séance en soi, l'écriture du S. Mais vous pouvez commencer par la production de la majuscule. On fera un cours spécifique sur l'écriture, l'entrée dans l'écriture. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en gros, on le fait, l'écriture, déjà selon des critères vastes, entre 2 lignes. Puis ensuite, on multiplie les lignes. On sait qu'il y en a la moitié au-dessus, l'autre moitié en dessous. Et puis ensuite, quand on a une page entièrement quadrillée, puis on essaie de respecter l'espace dans lequel il va être écrit. Donc, on peut faire de l'entraînement à l'écriture, commencer par le S majuscule, par exemple. Écrire tout ça. Comment le manuel s'est terminé? Je retiens des mots. Alors, le 6, il est là. Donc, OK, 6. 6. Il est bizarre, il ne répond pas à la règle. Il ne répond pas à la règle. Donc, 5 minutes. On va apprendre les mots d'usage. Mais alors, lesquels et pour quelle légitimité? 6, OK. Aussi, aussi, on se demande bien pourquoi on l'apprend, il répond à la règle. Il répond à la règle, il pourrait être laissé là où il était. Je suis, alors suis, effectivement, il pose problème parce que le dernier S ne se prononce pas. Mais les mots d'usage, on va voir qu'il y a certaines autres lettres qui font son se. On verra ça plus tard. Que cette parfois, il ne se prononce pas. Elle dessine, c'est la règle normale, il ne va pas être là. Et puis moustache, c'est la règle normale, mais il ne va pas être là non plus. Sauf pour le S final, qui est la marque du pluriel. Ça, on verra une autre fois. Ça me fait 5, 20, 30, 35, 45 minutes, plus tout le temps que je n'ai pas anticipé, tout le temps d'observation, observation des lettres, observation de l'objet de référence, ça me fait bien 1 heure. Ce qui implique que ma séquence, j'aurai ma séquence, j'aurai la séance 1, celle-ci, j'aurai une séance 2 qui sera sans doute écriture, des formes du S, j'aurai une séance 3 où j'apporterai une autre régularité. Par exemple, le fait que les C, ils fabriquent aux skisseuses. Et puis, j'en aurai peut-être une 4e, avec d'autres lettres qui forment le son seul. Et ma séquence, elle va être longue. En tout cas, ce que j'essaye en séance 1, c'est de faire une règle. Une règle. Je vais le reformuler de manière plus claire dans mon début. Fiche de préparation, titre, SE, règle générale, leçon SE, s'écrit d'abord, prioritairement, par la lettre S. Voilà. Je leur apprends une méthode aux élèves, je leur apprends une technique, je leur apprends un savoir-faire. Quand tu vois, tu prononces. Quand tu entends, tu écris. Et ce qu'on leur apprend, c'est cette régularité-là, ce S. C'est un savoir-faire. Tu entends, tu écris, tu entends. Tu entends, tu écris, tu vois, tu entends.
Et c'est la grande différence avec le manuel suivant. Le manuel suivant, il a l'air d'être construit pareil, mais il ne vise pas du tout les mêmes compétences. Pourquoi? Ça commence pareil. Il faut faire de la phonologie avant. Est-ce que vous repérez bien le son seul? Mon activité 1 ne change pas, mon activité 2 ne change pas. Je regarde, dans quelle mesure est-ce que je trouve là-dedans, mes élèves trouvent du son seul. Ils ont une aide. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est où? C'est où? C'est où? C'est là. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je fais une réutilisation des objets de référence. Vous voyez que ce manuel-là est plus intelligemment pensé. C'est-à-dire que ce que je trouve ici, c'est ce que je repère ici. Il y a bien articulation. Donc, je ne suis pas obligé d'aller amener quelque chose d'autre. Cependant, ce manuel-là n'a pas du tout le même objectif d'apprentissage. Il n'a pas du tout le même objectif d'apprentissage parce que vous voyez ici que S, tu vois S, tu vois 2S, tu vois C, tu vois CCI, tu vois T. Et tu entends sifflet, caisse. C'est de la discrimination auditive et visuelle, mais au lieu d'apprendre à l'élève une règle, ce égale S, S égale ce, on lui ouvre des possibilités et des incertitudes, des potentiels. On lui dit, d'un côté, on disait, quand tu entends ce, tu vois S, quand tu vois S, tu entends ce. Ça, c'est l'objectif d'apprentissage du premier manuel. C'est une règle, c'est une double règle, c'est une règle. C'est quelque chose d'utilisable au quotidien. C'est une notion qui peut se réutiliser dans des centaines de mots. On lui a appris un savoir-faire, on lui a appris une règle. Avec ce manuel-là, on lui dit, tu entends ce, eh bien, sache que ça peut être tout un ensemble de graphiques. Avec cette leçon-là, l'élève a un savoir-faire. Avec cette leçon-là, l'élève a une question. Ce n'est pas du tout le même résultat. L'élève qui a subi ce manuel-là, il sait transférer de ce en S, de S en ce. L'élève qui a fait cette leçon-là, il est interrogatif. Il sait que quand on a un son ce son ce peut se traduire par 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Donc cet élève-là, il n'a pas de méthode. Il sort sans méthode. Il sort juste avec une interrogation. L'idée la plus simple, oui, ce serait de faire le manuel 1 en séance 1, et puis ce manuel-là en séance 3-4. Parce que c'est une notion supérieure. Que savons-nous pour l'instant? Nous savons qu'il y a une relation entre ce et S. Très bien. Eh bien, regardez cette image-là. Regardez ce corpus-là. On entend qu'S. Pour ces deux S, ça va. Mais là, une ceinture, ceinture. Qu'est-ce qui peut faire le ce là-dedans? Il n'y a pas de S. Ceinture, c'est au début. Celui-là. Ah. Ce dont on aurait besoin après cela, ben, c'est une application. C'est un corpus. Un corpus, une liste de mots dans lequel on va entendre le son ce et on va voir tous ces mots-là. Qu'est-ce qu'il nous propose de manuel? Enfin, il nous propose autre chose. Il nous propose de faire des assemblages sur C, sur CCI et sur S. Mais c'est plutôt ça qui nous intéresserait. C'était, vous entendez le son ce, c'était, mais alors c'est laquelle de lettre? Ah ben c'est le C. Très bien. Ce, ah c'est encore le C. Passager, c'est le S, oui, mais c'est le S en deux. Celui-là, très mauvais.
tu seras, puisqu'il y a un S muet. Et on leur apprend que les lettres sont sonorisées. Si elles sont muettes comme ici, ben, ça pose vraiment problème. Celui-ci. Et là aussi, un exercice qu'il faut faire, discrimination visuelle. Mais 1, 2, 3, 4, 4 cas qui ne marchent pas sur 1, 2, 3, 4, 5 cas qui marchent. 5, 4. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et vous allez faire ça avec vos élèves et puis ils vont dire, mais alors pourquoi là, on voit CS et puis ça ne se prononce pas? Ben, vous allez être obligé de dire parce que c'est la marque du pluriel, mais vous ne l'avez encore pas vu qu'il y a des pluriels. Et puis les... Comment il se prononce le... Comment il se prononce le S? Écrivez-moi-le en phonétique. Comment ça s'écrit le en phonétique? Ben, ça s'écrit le, avec un petit E renversé, le. L'éléphant, on n'entend que le L. Mais quand il y a le, il faut le L, E. Comment ça s'écrit les en phonétique? Pas une question piège, hein, c'est bête comme tout, c'est une question. Entre le et les, on a un changement de son. On a un changement de son. Le premier s'écrit comme ça, le premier s'écrit comme ça, le deuxième s'écrit comme ça. Mais, avec ça. Conséquence de quoi? Qu'est-ce qui fait le son et? Si ça se prononce le, quel est l'objet qui se prononce et? C'est le S. Le S qui se prononce et. Puisque ça, c'est le, ça, c'est le. Si on rajoute ça, ça fait et. Donc, c'est le S qui se prononce et. Super. Super. Donc, évidemment, celui-là, il est extrêmement compliqué à comprendre. Que non seulement le pluriel se marque par un S muet, mais qu'en plus, il a une sonorisation qui est extrêmement bizarre. Les manuels ne visent pas les mêmes logiques. Et c'est pour ça que quand on fait une fiche de préparation, on se demande quelle est la logique du manuel. Est-ce que c'est une règle? Est-ce que c'est ouvrir des potentiels? Ce manuel-là ouvre des potentiels, donc comment on les utilise, ces potentiels? Et il faut que, et vous avez 2 ans pour cela, mais il faut que quand on vous donne un objet pédagogique, vous vous posiez la question de ce qu'il veut faire et surtout de ce que vous voulez faire. La grande idée de la construction de séance, c'est celle de l'articulation. L'articulation. C'est-à-dire qu'entre l'activité 1 et l'activité 2, eh bien, il y a un lien, il y a un nœud, il y a une transition qui doit être logique. Regardez sur ce manuel-là, vous avez 5 possibles, 1, 2, 3, 4, 5. Articulation avec la suite. Articulation avec la suite. Vous avez ce, vous avez C, vous avez CCD, et vous avez de nouveau ce. Quelle logique? Aucune logique. Si vous vouliez en expérimenter 3, ben vous en signaliez 3. Alors, je vous ai amené des pains au chocolat, des pains au beurre, et puis des éclairs au chocolat. Alors, de toute façon, les éclairs au chocolat, vous n'avez pas le droit de les manger. Je sais pourquoi vous les avez amenés. Oui, pourquoi? On se demande bien. Et si c'était ça qu'on expérimentait, il n'y avait pas besoin de signaler les autres. Il n'y a pas besoin de surcharger. En pédagogie, on appelle ça de la surcharge cognitive. Il n'y a pas besoin de surcharger la connaissance si on ne l'applique pas. On en avait besoin de 3, on n'en mettait que 3 ici. Si on en mettait 5, c'est qu'on en expérimentait 5. Voilà, ça c'est l'articulation. Une articulation. J'ai amené ça, donc je m'en servirai pour la suite. Qui amènera cela, donc je m'en resservirai pour la suite. Oui.
le S exponentiel, grammaticalement utilisé avec un C, par exemple, ici. Oui. Si on ne le voit pas lors de la lettre S. Ce qui est bien normal. Oui, non, mais est-ce qu'on le verra avec le C, parce que la lettre C, forcément, il y a des différences comme dans le niveau du son S. Tout à fait. À un moment donné, vous voyez, là, on fait une séquence sur le SE. On fera une séquence sur le C, où on dira que C égale que. Mais il y a une graphie un peu différente qui est CCI. Et la difficulté, c'est comme le 2S. C'est que la difficulté de la CDI et du 2S, elle est liée à l'environnement. C'est-à-dire, c'est quand on sera capable de repérer que là, il y a un I et là, il y a un I, que là, il y a un E, là, il y a un E, que descendre, là, il y a un E, là, il y a un E, qu'on sera obligé de repérer que quand on veut un que et qu'il y a deux voyelles, eh bien, il faut voir, eh bien, il faut cumul, que quand on veut un se et que c'est un C, il faut une CDI, mais que dans les autres circonstances, qu'à Montvert, le C se prononcera que. Il y a 4 ou 5 cas sur le C qui expliquent pourquoi on écrit avec une CDI, sans CDI, de son environnement. Donc c'est une complexité en soi. Donc on fera une leçon spécifique là-dessus, une séquence spécifique. Donc tout ça pour dire que une leçon, elle articule des notions les unes par rapport aux autres. Et que le manuel n'est absolument pas l'alpha et l'oméga. Si je prends le dernier manuel, et puis on arrive à la fin de ce cours, mais si je prends le dernier manuel, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire dès le début? Il essaie de nous faire une nomenclature, c'est-à-dire une suite de questions. Il nous dit, ben regarde, objet de référence, aucun contexte, aucune histoire, aucune recherche. Information. Dans garçon, c'est ça qui fait ce. Dans citron, c'est ça qui fait ce. Dans tasse, c'est ça qui fait ce. Dans sucre, c'est cela qui fait ce. Alors, information. Exemple. Balançoire, hameçon, glaçon, c'est CCD. On ne dit pas pourquoi. Facile, c'est etc. Et puis c'est tout. Après, on passe au son the, c'est tout. Conséquence de quoi, vous avez à construire à partir de ça, 1 heure complète de séance, voire 2 heures de séance, le se d'un côté, S, et puis les autres formes de prononciation d'écriture du se. Avec ça, vous avez tout à construire de A à Z. Vous vous embêtez pas à prendre ça. Puisqu'il faut tout reconstruire, vous prendrez vos propres documents. Mais en tout cas, que veut-il ce manuel? Eh bien, il veut faire une démonstration que le son se s'écrit de 4 manières. Manuel 1, son objectif, c'est le son se égale une graphie. Le manuel 2, le son se égale 5 graphies. Le manuel 3, le son se égale 4 graphies. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, vous vous organiserez. Donc, mon idée dans l'apprentissage de la lecture, dans n'importe quelle leçon, c'est que vous devez vous approprier les contenus pour vous demander le sens pédagogique que vous leur donnez. Bon, bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine.